Les couilles sur la table, épisode 32. Dans cet épisode, nous discutons du discours sur la crise de la masculinité. Vous l'avez déjà entendu dans des conversations ou lu dans des journaux, cette idée reçue qui traîne dans les esprits comme la poussière dans les appartements. Il paraît que les hommes vont mal, que la virilité se perd, que les sociétés occidentales seraient hyper féminisées, que les hommes ne sauraient plus comment être des hommes, qu'ils seraient paumés et souffriraient beaucoup à cause des femmes et à cause du féminisme qui les brime et les opprime. Nous allons nous pencher sur ce discours, examiner ses arguments, comprendre d'où il vient et ce qu'il révèle, avec un politologue qui le surveille et l'étudie depuis de nombreuses années. Bonjour Francis Dupuy-Derry. Bonjour. Vous enseignez à l'Université du Québec à Montréal. Vous venez de publier La crise de la masculinité, autopsie d'un mythe tenace aux éditions du Remue-Ménage. C'est une enquête historique, sociologique et politique sur ces discours et sur les différents mouvements des hommes aujourd'hui dans le monde. Vous vous définissez comme un homme pro-féministe. Première question, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Pro-féministe, c'est une position d'hommes qui sont alliés, auxiliaires, alliés, complices des féministes. Donc évidemment, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être dans les réseaux militants, ça peut être d'aider les collectifs féministes, par exemple, à organiser leurs événements ou à assurer la logistique ou à assurer certaines tâches d'auxiliaires dans des événements. Ça peut être travailler auprès de féministes comme je le fais là, parce que je suis pas seul à travailler sur le masculinisme au Québec. Il y en a d'autres. Et sur l'antiféminisme, il y a Mélissa Blais qui est sociologue aussi, Diane Lamoureux qui est politologue. Donc on est plusieurs à travailler là-dessus. Donc c'est travailler en collaboration et en complicité avec elle. Et aussi, si possible, c'est pour ce qui est souvent plus rare, mais si possible, c'est pas trop hésiter à prendre des risques aussi, parce que être homme pro-féministe, évidemment, ça peut être facile si on prend pas de risques, mais des fois, ça implique aussi de briser des liens de complicité avec le Boys Club, justement. Ah, qu'est-ce que ça veut dire, ça, briser les liens de complicité avec le Boys Club ? C'est-à-dire que c'est facile de dire qu'on est un homme pro-féministe, mais si, quand on est entre hommes, par exemple, avec nos amis ou nos collègues, on laisse passer des vannes antiféministes ou misogynes, ou sous prétexte que c'est des blagues ou des choses comme ça, ou qu'on sait que dans certains milieux, il y a des agresseurs, si on se tait ou si on est toujours du côté des hommes, là, du coup, ça devient un pro-féministe de façade, c'est probablement pas très intéressant. Ouais, donc vous dites qu'il faut casser la solidarité masculine. Exactement. Pas hésiter à casser cette solidarité-là, qui est aussi une des composantes de l'identité masculine contemporaine. Oui, puis qui fait partie, en fait, de la logique même du Boys Club. C'est-à-dire, c'est qu'entre hommes, on peut se challenger, mais il y a un côté chevaleresque. On reste encore membre de la caste des hommes, donc c'est pas si grave, puisqu'on va quand même serrer les coudes quand on est attaqué de l'extérieur. Donc l'homme pro-féministe, c'est ce que des féministes ont appelé traite de sexe. Comme il y a mais c'est pas juste du côté des hommes pro-féministes que ça existe. Ils sont pas nombreux, mais il y a quelques juifs israéliens qui sont du côté des Palestiniens. À l'époque de l'apartheid, il y avait quelques blancs qui étaient du côté de la lutte contre l'apartheid. Donc on retrouve ça dans les différentes luttes, des gens qui sont pas dans le camp où on les attend. Donc vous, Francis Dupuy-Derry, vous êtes un traître de sexe ? Oui, c'est ce que je pense, ou en tout cas j'essaye un peu là. Et évidemment, de l'autre côté aussi, il y a des femmes qui sont antiféministes. Et ça aussi, il y a une série d'explications pourquoi des femmes seraient antiféministes. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. C'est pour les ovaires sur la table. C'est ça, pour les ovaires sur la table. Revenons au nôtre, le discours sur la crise de la masculinité. Pourquoi vous avez voulu écrire sur ce mythe de la crise de la masculinité ? Mes stimulations en termes de recherche et d'écriture passent souvent par un énervement extrême. Donc, il y a des sujets qui m'énervent vraiment beaucoup. Ah, vous êtes très, très énervé. Et donc, le discours de la crise de la masculinité m'énerve depuis vraiment longtemps. Et entre autres, parce que c'est ce que j'essaie de démontrer dans le livre aussi, il existe depuis très longtemps. Donc, je ne suis pas aussi vieux que ça, mais à l'aide de travaux d'historiens et d'historiennes, j'ai remonté le fil en Occident, en tout cas, sur 500 ans. Donc, jusqu'à partir du fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance, quoi. Ah donc, oui, vous prenez même un exemple dans l'Antiquité. Et même dans l'Antiquité romaine, oui. Ouais, et probablement, si on cherchait, moi je suis pas spécialiste là, de l'histoire de la Chine ou de l'Inde, mais probablement on trouverait ça ailleurs aussi, là. Oui, et puis j'avais lu des exemples en Grèce antique, mais là, l'exemple que vous citez à Rome, c'est au IIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est Caton qui s'inquiète que les femmes romaines prennent trop de place dans l'espace public parce qu'elles militaient pour avoir le droit de conduire des chars et de s'habiller avec des couleurs vives. Oui, et donc il dit que l'homme romain est opprimé aussi bien dans la sphère publique que privée. C'est pas facile, ouais.
Donc ce discours-là vous énerve. Tout à fait. Peut-être il faut commencer par dire qu'est-ce que c'est ce discours sur la crise de la masculinité. À quoi ça ressemble? Tout à fait. Alors premièrement, c'est un discours. Donc pour moi, la crise de la masculinité n'est pas une réalité sociologique, cohérentionnelle ou culturelle ou systémique ou politique. C'est vraiment un discours. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'impact sur le réel. Et c'est ce discours, cette rhétorique qui... par lequel les hommes affirment que nous allons mal, nous sommes souffrants en tant qu'hommes. Les mâles vont mal. Les mâles vont mal parce que la société est trop féminisée, parce que les femmes s'émancipent ou n'acceptent pas de se limiter à leur identité de genre telle qu'elle est prescrite par les conventions, et évidemment parce que les féministes prennent trop de place. Donc tout ça, évidemment, ça va un peu ensemble. Le problème avec donc c'est un discours qu'on entend, donc, comme j'ai dit, depuis 500 ans, et qui est... porté, produit, diffusé souvent par des hommes d'ailleurs très puissants. Au 16e siècle, 16e siècle, c'est le roi, c'est les évêques, c'est le clergé, c'est les dramaturges, l'élite culturelle, l'élite politique, les juristes, etc., qui tiennent ce discours et qui disent qu'il faut contrôler les femmes qui sont trop masculines et les hommes qui s'efféminisent. Et au 19e siècle, c'est des universitaires, c'est des intellectuels, etc. Donc, c'est pas non plus simplement un discours comme un peu un cliché là, de comptoir de bistrot là, de pocherons prolos qui chialeraient contre leur épouse, par exemple, ou leur ex-conjointe. C'est vraiment des discours qui sont portés par les hommes de l'élite, les hommes des classes aisées. Et c'est un discours qu'on retrouve à droite, à l'extrême droite, qui s'arrime souvent à des discours nationalistes et racistes, mais qu'on peut aussi retrouver à gauche et à l'extrême gauche. On va commencer par le discours typique de l'extrême droite. Alors, quand on va à droite et à l'extrême droite, évidemment, généralement, il va s'arrimer avec des discours nationalistes qui sont liés à la question de l'avortement, la baisse démographique, l'accusation, évidemment, que les féministes masculinisent les femmes, et en masculinisant les femmes, elles ont moins de désir d'avoir d'enfants. Comme elles ont moins de désir d'avoir d'enfants, donc il faut ouvrir les portes à l'immigration. Et donc là, c'est la menace du grand remplacement. Ça, en France, on l'a. On a Éric Zemmour. Oui, vous en avez plusieurs. Dominique Werner était là-dedans, Zemmour, Soral à sa manière, et ils vont avoir des discours. Ce qui est bien avec le discours de la crise de la masculinité, c'est qu'on peut prouver tout et son contraire, donc ça c'est assez pratique. Je voudrais quand même citer, parce que je viens de retrouver le passage d'Éric Zemmour, parce que quand même le premier sexe, ça a été un best-seller en France, ça a été très très vendu. En 2006, oui. Et par exemple, il écrit ça. Tout s'est passé comme si les hommes français et européens, ayant posé leur phallus à terre, ne pouvant ou ne voulant plus féconder leurs femmes devenues rétives, avaient appelé au secours leurs anciens domestiques, comme si la France et l'Europe, devenues uniformément femmes, s'étaient déclarées terre ouverte, attendant d'être fécondées par une virilité venue du dehors. Oui, donc ça c'est un très bon exemple de ce discours. Donc il y a du côté de l'extrême droite, donc c'est que l'homme blanc est efféminé, dévirilisé, émasculé, castré par les féministes, par la révolution contre-culturelle de 68, par le marxisme culturel, etc. Ça explique d'ailleurs des grandes catastrophes nationales, comme la perte de l'Algérie dans les années 60. L'extrême droite à l'époque disait que Charles de Gaulle était émasculé, efféminé, etc. Et ça permet aussi d'éclairer en fait leur discours raciste. Donc là, du coup, ça devient un peu compliqué, mais en fait, le jeune homme arabe, il est soit lui aussi castré ou efféminé, c'est compliqué. Il est lui aussi en crise de masculinité, c'est ce qui expliquerait par exemple les attentats du 11 septembre aux États-Unis ou les révoltes qu'on appelait le printemps arabe, mais il est aussi l'hyper viril. Donc là, c'est ce que des auteurs qui ont travaillé sur le racisme et l'orientalisme ont bien montré, comme Edward Said et d'autres, Angela Davis sur les Afro-Américains avec l'esclavagisme, etc., c'est que dans les processus de racialisation, esclavagisme, colonisation, etc., postcolonialisme, il y a la majorité blanche, évidemment, essaye de stigmatiser la sexualité de l'homme autre, soit en le présentant comme efféminé, soit comme super viril. Et quand il est super viril, là, ça devient un violeur potentiel qu'il faut contrôler, en fait. Donc ce que vous dites aussi, c'est que ce discours-là de la crise de la masculinité, il sert à justifier, à expliquer tout et n'importe quoi. Exactement. Quel que soit le régime politique ou le système économique ou même le cadre légal, on peut avoir un discours de la crise de la masculinité. Et je donne des exemples d'articles à prétention savante, par exemple pour les États-Unis, qui prétendent expliquer que aux États-Unis, que ce soit la conquête et l'extermination des peuples des Premières Nations, ou l'esclavage, ou la guerre de sécession, ou les guerres mondiales, les conquêtes américaines, la guerre du Vietnam, etc., ça serait toujours explicable par une crise de la masculinité de l'homme blanc américain. Ce qui est curieux, mais c'est comme ça. Donc ça, c'est pour le discours à droite et à l'extrême droite. Le discours à gauche,
de la crise de la masculinité ressemble à quoi? Alors, dans le livre, je donne en exemple 2-3 figures, ça va vous faire plaisir, c'est des intellectuels français, de l'extrême gauche française, donc un qui s'identifie plutôt comme marxiste-communiste, un autre qui s'identifie comme socialiste libertaire. Donc, il y a Michéa pour le deuxième cas, il y a Alain Badiou pour le premier cas, qui font des conférences, écrivent dans leurs livres que effectivement, que la société, là, c'est généralement depuis 68, 70, 71, 72, que les sociétés occidentales, la France entre autres, est féminisée. Les femmes ont vraiment pris beaucoup plus d'influence. Alain Badiou, dans une conférence totalement consacrée au terme du féminin, dans lequel, pendant 1h30, d'ailleurs, il arrive à faire l'exploit de ne citer aucune auteure femme, c'est juste des hommes, il a beaucoup travaillé, il a fait beaucoup de recherches, apparemment, et Goethe, Hegel et compagnie, et il nous explique qu'en fait, il s'intéresse ce que vous appelez les banlieues. Donc, dans les banlieues, apparemment, selon le spécialiste Alain Badiou, donc les jeunes filles réussissent très bien, beaucoup mieux que les jeunes garçons. Elles vont devenir des consommatrices et donc elles deviennent des alliées objectives et même des participantes au capitalisme. Et donc le féminisme encourage les femmes à devenir des consommatrices et les mères monoparentales encouragent leurs filles à être consommatrices alors que les petits garçons, apparemment dans les banlieues, sont complètement largués et deviennent une sorte de sous-prolétariat abandonné et oublié. Ils n'arrivent pas à se réaliser comme hommes. Donc selon Badiou, le féminisme n'est pas quelque chose de légitime et ce qui est problématique, c'est cette société qui devient de plus en plus efféminée dans une sorte d'alliance entre féminisme et capitalisme. Ce que reprend Michéa à son compte et ce qui est bizarre, mais ce qui est à peu près exactement ce que dit aussi dans certains passages Zemmour ou Soral pourraient dire des choses similaires. Donc là, à ce niveau-là, l'extrême droite et l'extrême gauche vont dire des choses assez semblables. Oui, c'est un discours aussi qu'on a retrouvé, une critique en tout cas qu'on a retrouvé dans certains, que moi j'ai déjà entendu dans certains mouvements de gauche ou d'extrême gauche, qui est qu'à force de se focaliser sur le combat féministe, on oubliait le combat contre le capitalisme. Oui, c'est toujours ça l'idée évidemment, c'est que c'est l'ennemi principal. Pour évoquer Christine Delphi, l'ennemi principal, c'était d'ailleurs déjà ce que Christine Delphi essayait de faire avec son livre. L'ennemi principal, c'était de faire comprendre aux femmes que des milieux marxistes des années 60-70, qu'il faut arrêter de se faire berner par les hommes qui vous disent que l'ennemi principal, c'est le patron, c'est le capitalisme, parce que quand vous rentrez à la maison, il y a un autre ennemi principal qui est votre conjoint ou votre... mais oui, Badiou est exactement là-dedans. Il veut détourner les femmes du féminisme et les ramener dans la lutte prioritaire, selon lui, qui est la lutte anticapitaliste, parce qu'apparemment, selon Badiou, on ne peut pas être féministe et anticapitaliste. C'est bizarre parce que j'en connais beaucoup qui sont les deux, mais Badiou apparemment pas tellement. Bien. Il y a 2 autres moments en France où on a vu apparaître un discours sur la crise de la masculinité. Enfin, 2 moments. Enfin, il y a plein de moments, mais il y a 2 moments sur lesquels je voudrais qu'on s'arrête. C'est au moment de la Commune de Paris, oui, en 1870. Oui, pendant la Révolution française aussi. Le discours de la crise de la masculinité dans l'histoire française, il apparaît au 16e, 17e siècle dans les cours du roi quand il y avait ce qu'on a appelé les précieuses et les précieux. Donc, c'était au niveau de la cour. Donc, quand je disais tout à l'heure que c'était vraiment un discours de l'élite, ça, c'est un bon exemple, où le roi d'Angleterre avait eu le même problème, si on peut dire. C'est-à-dire que les courtisanes commençaient à s'habiller comme des hommes, disait-il, c'est-à-dire qu'elles avaient les cheveux courts. Ce qui vous considérez qui est un grave problème dans les rapports sous-sexes. Et donc, elles avaient les cheveux courts. Apparemment, c'est un grave problème parce que ça revient tout le temps, cette idée que les femmes ont les cheveux courts. C'est une obsession dans le discours de la crise de la masculinité. Elles s'habillaient comme des hommes, c'est-à-dire qu'elles portaient des vestes de cuir. Et bon, ça, à la limite, c'est un vrai problème. Elles portaient des armes, un poignard et un pistolet. Donc, en France, dans la cour du roi, ça a été la même chose. Et les courtisans, eux, de leur part, commençaient à se maquiller un peu trop, se poudrer le visage, etc. Donc ça, c'est une des premières, disons, incarnations là, du discours de la crise de la masculinité en France. Après ça, pendant la Révolution française, vous avez tous les camps, en fait, prétendent que la société française est dans la crise de la masculinité à cause de l'autre camp. Donc, les républicains vont dire que la monarchie française est complètement contrôlée par des femmes. C'est la fameuse influence de Marie-Antoinette, qui en plus était une Autrichienne. On laissait entendre qu'elle était lesbienne, parce que vous comprendrez que c'est encore bien pire, et que le roi était donc complètement efféminé. Et donc ça, c'était les républicains qui accusaient en fait le régime d'être en pleine décadence parce qu'il y avait une crise de masculinité chez le roi. Les monarchistes, eux, accusaient les républicains de laisser les femmes républicaines porter la culotte et les armes, etc. Et donc, en fait, les hommes républicains n'étaient pas des vrais hommes comme les aristocrates. Et même dans les colonies, en fait, il y avait des discours de crise de masculinité. Puis après ça, dans la Commune de Paris, rebelote. Donc la crise de la masculinité, vous aurez compris, est souvent liée en fait à l'identification de femmes qui ne tiennent pas leur place, en fait, la place qu'on voudrait leur voir garder dans l'idéologie patriarcale. Et quand il y a quelques femmes qui dérogent
au rôle conventionnel féminin, mais là, on dit que la société est trop efféminée. Évidemment, pendant les périodes révolutionnaires, il y a évidemment plus de troubles dans le genre, pour prendre l'expression de Butler. Oui, donc d'accord, ok, je comprends mieux le mécanisme, c'est-à-dire que c'est des troubles révolutionnaires, provoquent des troubles dans le genre, donc des femmes qui décident aussi de s'émanciper, de ne plus jouer les rôles qui leur sont traditionnellement assignés. Et à ce moment-là, le discours qui fait face à ce phénomène, c'est un discours sur la crise de la masculinité et le fait que les hommes sont perturbés par ces nouveaux rôles. Exact. Mais là, c'est une révolution politique, disons, mais on l'a vu aux États-Unis ou en France dans ce qu'on appelait la première révolution industrielle, là, c'est au fin du 19e siècle, où il y a un déplacement massif des familles et des hommes des campagnes vers les manufactures. Donc là, ils arrivent vraiment dans une nouvelle anthropologie sociale, c'est-à-dire qu'ils étaient petits paysans plutôt autonomes, pas salariés, utilisaient peu l'argent, tout ça. Ils se retrouvent dans des quartiers, des taudis, des faubourgs ouvriers totalement insalubres, avec des rythmes de travail totalement accablant, avec une hiérarchie qui n'avait pas l'habitude. Et là, dans ce contexte, on va blâmer le patronat. Évidemment, ça, c'est le socialisme ou l'anarchisme qui est en émergence, mais on va aussi dire, les hommes sont en crise parce qu'ils ne peuvent plus être des vrais hommes, parce qu'ils sont asservis à la machine, ils ont perdu leur autonomie, etc., etc. Donc, quand il y a des bouleversements, l'excuse de la crise de la masculinité revient souvent pour essayer de donner sens à ces grands bouleversements. Qui en fait, quand on les regarde attentivement du point de vue des rapports sociaux de sexe, sont souvent pas des bouleversements si importants en termes de rapports sociaux de sexe. Généralement, les hommes s'en tirent quand même en tant qu'hommes, c'est-à-dire en tant que classe en position de domination privilégiée face aux femmes, ils s'en tirent relativement bien. Éventuellement, ils s'en tirent moins bien par rapport au patronat, par exemple, dans le cas de la révolution industrielle. Quoique le patronat, c'est des hommes aussi. Donc, ces hommes-là, eux, ils s'en tirent bien, mais oui. Il y a un autre moment en France, c'est le moment de l'affaire Dreyfus. Oui. Là, c'est un croisement avec des discours racistes antisémites, évidemment. La figure du juif dans le discours de la crise de la masculinité, elle revient régulièrement parce que le juif, tant qu'il n'y a pas Israël, est considéré comme un homme efféminé. Vous avez ça dans les discours fascistes. Et le juif est efféminé et le féminisme ou le mouvement des femmes est contrôlé ou influencé par le judaïsme. Et là, dans l'affaire Dreyfus, en fait, c'est un officier de l'armée française d'origine juive qui est accusé d'avoir collaboré avec l'Allemagne, d'avoir espionné pour l'Allemagne. Et donc, ça serait une preuve, en fait, d'une faille, en fait, dans la capacité de l'État français, de l'armée française, de la société française, évidemment, de se tenir debout devant l'ennemi. Et la faille, c'est le juif efféminé. Et donc là, ça va repartir sur ce discours de crise de masculinité. Comme on a compris que comme il y a ce discours-là qui existe à peu près à toutes les époques, tous les lieux, oui. on n'a pas fini de les énumérer. On va revenir dans le présent et on va passer, maintenant qu'on a vu ce qui se passe au niveau politique, on va passer aux mouvements qui tiennent à un discours sur la crise de la masculinité, mais qui là sont des mouvements un peu psychologiques. Vous voyez à quoi je fais référence, ces mouvements mythopoétiques, les gens comme les Nouveaux Guerriers ou le Mankind Project. Alors, donc rappelons ce que c'est, ce sont des hommes qui se retrouvent entre eux pour retrouver leur essence masculine. Et ça implique que, par exemple, ils aillent danser tout nus dans les bois ou qu'ils fassent des week-ends d'initiation pour retrouver leur véritable identité masculine. Oui. Bon, après tout, ça a l'air plutôt sympathique. Pourquoi pas retrouver la nature, tout ça. Ça dépend de la température qu'il fait, mais c'est pas une idée nouvelle du tout. Dans le livre, je montre qu'au déjà à la fin du 19e siècle, il y a le projet de ce qu'ils appellent en Angleterre et aux États-Unis muscular Christianity, c'est d'essayer de montrer que Jésus en fait était une icône de la masculinité virile, et donc il y a des retraites chrétiennes, protestantes et catholiques pour essayer de reviriliser les hommes chrétiens aux États-Unis et en Angleterre. Et donc là, effectivement, ça se rejoue aujourd'hui. C'est d'ailleurs depuis les années 80 au Québec, il y a le réseau Homme Québec qui avait été créé par Guy Corneau, un psychanalyste qui avait écrit Père manquant, fils manqué. En France, dernièrement, je pense qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, il y avait même eu un reportage sur des retraites comme ça de groupes catholiques. Oui, alors c'est encore deux choses différentes, parce qu'il y a le camp Optimum et tout ça, donc ça c'est des groupes catholiques. Oui. Puis après, il y a ceux qui disent qu'ils sont de aucune confession, non, tout à fait. Et tout ça, et ça c'est des mythos poétiques, genre les Nouveaux Guerriers. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs variations, il y en a pour tous les goûts. Et donc, cette idée-là, effectivement, elle
elle s'inscrit dans la logique du discours de la crise de masculinité, parce qu'en fait, si vous avez besoin de faire une retraite en homme, vous roulez dans la boue nue, vous prendre les testicules en criant au loup, etc., ben, c'est que vous pensez... Je crois qu'ils font pas ça, hein. J'ai lu les comptes rendus, je suis pas sûre qu'ils fassent ça, mais... Moi, j'ai vu mémoire de maîtrise sur les nouveaux guerriers en France, et ils ont une obsession sur les couilles. Ça serait bien pour votre émission, mais c'est vraiment... Ils reviennent beaucoup sur cette question des testicules. Et donc oui, s'il y a un besoin de faire ça, c'est parce que il y a l'idée que les hommes sont en crise et qu'ils manquent de modèles, et ils pensent qu'en faisant ça, ils vont retrouver leur masculinité, leur guerrier intérieur ou leur masculinité perdue. Mais là, on est vraiment dans des stéréotypes très, 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 très forts d'une masculinité totalement conventionnelle, typée, guerrière. On est presque avec les chasseurs de mammouths. Là. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de mammouths, mais on est vraiment... c'est dans un truc, un fantasme préhistorique, là, de la masculinité originelle. Et donc, je ne suis pas sûr qu'on avance beaucoup dans une réflexion autocritique sur la masculinité avec ça. Mais c'est pas leur objectif, d'ailleurs. Ah non, je sais que c'est pas, je sais bien que c'est pas leur objectif. Parce qu'on peut se dire mais aussi... ça relève de la logique de la crise de la masculinité. Je consacre une part substantielle du livre à déconstruire les sous-discours. Donc, c'est la question des taux de suicide, les suicides chez les hommes, qui serait un symptôme de la crise de la masculinité, les problèmes scolaires des garçons, qui serait un symptôme de la crise de la masculinité, les questions des violences que subiraient les hommes par les femmes, qui seraient, etc. Mais par rapport au suicide et par rapport aux échecs scolaires, par exemple, la solution, c'est toujours de revendiquer une revalorisation d'une masculinité totalement conventionnelle. Qu'est-ce que j'entends par masculinité conventionnelle? C'est nous serions action, agentivité, action, courage, force, compétition, même violence, agressivité, etc. Ouais. Compétition, concurrence. Ça serait dans nos gènes d'hommes. Et donc, par effet de miroir, vous seriez douceur, entraide, passivité, réceptivité, même égalité, ce qui est très intéressant d'ailleurs. Et donc, accessoirement, on voit bien que là, si... on voit bien en fait, si on définit les hommes et les femmes comme ça, s'il y a un rapport de force entre les deux sexes, qui va gagner et qui va perdre, parce que s'il y en a un qui se dit nous on est force, agentivité, agressivité, etc., puis vous êtes douceur, passivité, etc., vous avez perdu. Mais aussi si on dit si le féminin est égalité, ça veut dire que le masculin est hiérarchie, en fait. Et donc nous, pour être un vrai homme, il faut être dominant, c'est quand même très problématique d'un point de vue politique. Le problème, c'est que quand on va voir des études en psychologie ou en travail social ou en sciences d'éducation, par exemple, il y a plusieurs études qui disent qu'en fait, cette identité masculine stéréotypée, c'est plutôt un facteur de risque pour la prévention du suicide et pour les résultats scolaires des garçons aussi. Tendanciellement, les garçons qui incarnent le plus cette identité masculine ont tendanciellement des moins bons résultats scolaires à l'école et ont plus de risques aussi en situation suicidaire. Donc, ils apportent pas des très bonnes solutions. Ouais, on va faire des épisodes là-dessus, spécifiquement sur la santé mentale et la masculinité et les résultats scolaires et la manière dont on éduque les garçons à l'école et la masculinité. En fait, j'ai quand même une question, c'est pourquoi... Ouais, c'est pourquoi... Non, mais sur cette histoire des guerriers, là, des nouveaux guerriers, est-ce que vous pensez, Francis Dupuy-Derry, que la non-mixité chez les garçons, c'est toujours problématique ? Qu'en gros, quand les mecs décident de se retrouver entre eux, parce que justement, ils aiment bien se rouler dans la boue et tout ça, est-ce que c'est forcément problématique ? Alors, il y a une féministe américaine qui a réagi à ce type de pratique qui avait déjà cours dans les années 80-90 aux États-Unis et qui a fait une analogie avec le racisme. Et elle a dit... si on pensait que pour améliorer les rapports entre les races aux États-Unis, si je peux m'exprimer comme ça, ou pour en fait réduire les problèmes du racisme aux États-Unis, la solution c'était que un groupe d'hommes blancs se réunissent dans des forêts le soir, tout habillés de blanc, dans une forêt de bouleaux blancs sur du sable blanc, et ensemble se tenaient par la main et faisaient des hymnes à la blancheur. Il y a personne qui croyait sérieusement que que ça nous aide collectivement à avancer vers une société plus égalitaire et moins raciste. Et donc, je pense que la réunion d'hommes entre eux est toujours sujette à mener à des dérives plutôt antiféministes et plutôt masculinistes. Et dans le livre, excusez-moi, je n'arrête pas de parler de mon livre, mais... c'est pour ça qu'on vous a invité. Mais donc, c'est ça. Donc, j'ai un long passage aussi où je refais l'histoire du mouvement, ce qu'on appelle le mouvement des hommes ou le mouvement pour les droits des hommes, aux États-Unis, en France, au Canada, entre autres, des années 60 à aujourd'hui, où je montre qu'en fait, au début des années 60 et des années 70, en France, aux États-Unis et au Canada, les hommes qui commencent ce mouvement des hommes, ce sont des hommes généralement de gauche et d'extrême gauche,
très proches du mouvement féministe, en fait, tellement proches que souvent, il y a une féministe radicale qui est leur conjointe ou leur sœur ou leur camarade de groupe politique d'extrême gauche et qui se disent qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le mouvement. Donc, c'est la question des hommes pro-féministes. Qu'est-ce qu'on peut faire dans une perspective anti-patriarcale et antisexiste pour aider le mouvement des femmes? Et en fait, il y a un effet de mimétisme. Ils disent, les femmes se réunissent entre elles pour discuter de leur stratégie, analyser leur situation, etc. Nous, on va se réunir entre nous aussi. Donc, au départ, ils sont totalement bien intentionnés du point de vue des féministes par rapport à l'égalité, déconstruire leur propre identité masculine, réfléchir de manière critique. Le problème, c'est que très rapidement, il y a des schismes. Les homosexuels ont tendance à aller du côté du mouvement gay-lesbien qui est en constitution, puis dans les années 80, qui devient évidemment, avec le front de lutte contre le sida, vraiment très prenant. Et les hommes pro-féministes, en fait, dans ces mouvements, aux États-Unis, en France et ailleurs, deviennent rapidement minoritaires par rapport à des hommes qui, à force de se réunir ensemble, en fait, ont évacué tout à fait la perspective critique, ont commencé à parler d'eux et de leurs sentis, de leurs affects, etc., très rapidement par rapport à leur mère, à leur conjointe, à leur ex-conjointe, à leur père. À leur père et tout. Et à partir de là, c'est devenu des réseaux qui sont... qui ont des relents antiféministes souvent assez forts. Ça a donné aussi les mouvements des pères, non? Les associations des pères? Absolument, tout à fait. Donc, c'est pas nécessairement les mêmes individus qui sont là des années 60 à aujourd'hui, mais c'est ce grand mouvement des hommes qui a été initié par des hommes pro-féministes et qui maintenant ne l'est plus. Donc, dans les mouvements des pères, il y en a un peu partout dans le monde. Tout à fait. En France, on en a entendu parler quand c'était en 2013. Oui. Il y a eu cet homme qui a grimpé sur une grue pour réclamer le droit de voir son fils. Et puis, en fait, on s'est aperçu que il avait empêché son fils de voir sa mère pendant des longs mois. Et que, bref. Mais bon, en attendant, les médias... Il y avait quelques soucis avec, il avait quelques avec petits les problèmes. tribunaux. Mais voilà, ça a refait apparaître cette question-là sur le devant de la scène. Et puis on peut aussi citer l'exemple de la chanson Mon fils, ma bataille, oui. De Balavoine, que j'ai réécouté il y a pas longtemps. Et c'est vrai que ça ne m'avait pas frappé la première fois, mais il dit quand même: les juges et les lois, ça ne me fait pas peur, je vais tout casser. Oui, il dit ça, oui. Si vous touchez aux fruits de mes entrailles. Alors on se dit quel père courageux, tout ça et tout, mais... Et il dit aux fruits de mes entrailles, c'est quand même une sorte de détournement étrange, parce que bon... oui. Il a probablement pas porté son fils, mais bon, je le connais pas personnellement, donc je sais. D'accord. Vous êtes le premier invité étranger que je reçois, et j'aimerais bien savoir quel regard vous portez sur la société française du point de vue des relations hommes-femmes et de l'égalité hommes-femmes. En fait, je vais vous dire une confidence, je vais vous révéler une confidence. En fait, j'ai de la citoyenneté française aussi, mais je suis né au Québec et je vis au Québec, même si je passe souvent en France. Mais en France, vous avez, il y a quand même des particularités, donc je vais invalider ce que je viens de dire en disant que le discours est à peu près partout pareil tout le temps, mais il y a quand même des particularités. Donc en France, une des particularités que vous avez au niveau de l'édition, entre autres, c'est qu'à peu près tous les 2 ou 3 ans, vous avez le droit à un livre qui explique que les hommes en France... leur désir est criminalisé et castré par un féministe puritain qui vient des États-Unis et que c'est un scandale parce qu'en France, vous avez la chance en fait d'avoir des hommes romantiques, sensibles, qui aiment les femmes. C'est la séduction à la française. Exactement, c'est l'exception française et la séduction à la française. On comprendra bien évidemment qu'on lit ça que on ne parle pas des jeunes hommes arabes, mais on parle de l'homme français... blanc. Ouais, sans doute une sorte de DSK ou Gérard Depardieu ou... Je ne sais pas c'est lequel en tout cas, mais bref. Et donc ça peut être des hommes et des femmes qui disent ça, mais c'est récurrent. Et donc Pascal Bruckner, par exemple, grand philosophe s'il en est, disait ça déjà en 95. Mona Ouzouf aussi, qui était du coup là, une historienne féministe, parlait d'exception française, etc. Donc ça, c'est une façon bien française de reformuler le discours de la crise de masculinité. Et donc là, ça mélange évidemment savamment une sorte de nationalisme chauvin, de défense des hommes français, d'anti-américanisme qui est toujours qui vous fait toujours plaisir, et de caricature en plus du féminisme américain, parce qu'on n'a pas besoin vraiment d'avoir lu les féministes américains. On peut prendre 2-3 exemples des anecdotes qu'on a tirées dans le journal sur ce qui s'est passé sur un campus américain où une féministe qui apparemment aurait dit ceci aux États-Unis. Et puis là, on crie le féminisme américain et la société américaine comme monstrueuse par rapport à la sexualité et la France comme un paradis. Vous écrivez aussi qu'en fait, les hommes ne sont pas en crise, mais qu'ils font des crises. Oui, exact. Donc, le discours de la crise de la masculinité, c'est une stratégie rhétorique donc pour réagir et réimposer, réaffirmer une identité masculine que je qualifie de politique. Donc, pour moi, je viens de la science politique
Il n'y a pas d'identité psychologique masculine, exactement. C'est ça? J'ai milité dans des groupes politiques aussi, donc j'ai une perception politique des choses, en termes de rapport de force aussi, et rapport de domination. Et pour moi, ce qui est le plus important dans l'identité masculine, pour moi, pas seulement pour moi, là, je sais aussi d'autres collègues là, qui pensent la même chose. Ce qui est important dans l'identité masculine, c'est de la concevoir comme une identité politique et non pas comme une identité biologique ou psychologique. Donc, évidemment, je suis conscient que il y a de la socialisation et qu'on a des affects et des structures psychologiques socialisées et éventuellement genrées. Mais pour moi, l'identité masculine qui est défendue par le discours de la crise de la masculinité et l'identité féminine qui est prescrite par le discours de la crise de la masculinité, parce qu'on prescrit aussi une identité féminine, ce sont des identités politiques. Qu'est-ce que ça veut dire des identités politiques? Des identités sexuelles politiques, c'est-à-dire que l'identité masculine, elle est associée à une conception des rapports entre les sexes où il est clair que l'homme doit être en position de domination, de contrôle même des armes. J'ai des exemples dans mon livre où on dit qu'il y a des crises de masculinité parce que les femmes sont armées, par exemple. Des métiers, et donc des métiers masculins. La richesse, le contrôle de la famille, le contrôle dans le couple, le contrôle des enfants et, évidemment, très important, la division sexuelle du travail. Donc, il y a du travail qui est masculin, il y a du travail qui est féminin, il y a des passe-temps qui sont masculins, il y a des passe-temps moins qui sont féminins. Et donc, pour moi, ça, c'est politique. Ça ne relève pas du psychologique ou du biologique ou du culturel. C'est vraiment une classe, une caste d'hommes, la caste des hommes, en fait, qui dit « ceci nous est dû ». Et c'est aussi un discours aristocratique. En anglais, il y a un terme que j'aime bien, mais malheureusement, il n'y a pas de traduction exacte. En français, c'est « entitled ». C'est-à-dire que les hommes sentent que des choses nous sont dues. Ils ont le droit, en fait. Des choses nous sont dues parce que nous sommes des hommes. Comme à l'époque des aristocrates, on devait, devant les aristocrates, des choses leur étaient dues. Ils avaient des chaises privilégiées à l'avant dans les églises. On devait se décoiffer devant un noble. Ils pouvaient porter l'épée, monter à cheval, etc. Et donc, c'est la même logique. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, puisque nous, en tant qu'hommes, nous pensons que des choses nous sont dues par rapport aux femmes, même la sexualité d'ailleurs, on peut revenir là-dessus sur les incels, quand nous ne l'avons pas et que c'est une femme qui l'a, c'est un crime de lèse-majesté, c'est un scandale, c'est une catastrophe. Et donc c'est pour ça aussi que on va avoir des discours de la crise de la masculinité dans des situations fin du 9e siècle ou même jusqu'à aujourd'hui. Juliette Reine a bien montré ça dans son livre sur ce qu'elle appelle les premières. Quand il y a une femme qui essaye de devenir la première avocate en France ou la première médecin en France, par exemple, ça fait scandale dans les médias en France à la fin du 9e siècle. Il y a le discours de la crise de la masculinité là, qui s'exprime, alors qu'il y a une femme qui essaie de rentrer dans un milieu à 99,999% d'hommes, parce que cette femme, elle prend la place d'un homme. C'est pas les hommes qui prennent la place des femmes, c'est cette femme qui vient prendre la place d'un homme. Donc en fait, vous rejoignez Anthony McMahon. Exactement. Que le féminisme pose aux hommes une question non pas psychologique mais politique. Les hommes sont-ils prêts à abandonner leur pouvoir masculin, leurs privilèges et leur capacité de s'approprier les femmes et leur force de travail émotionnelle et physique? C'est ça la vraie question. Et dans la situation actuelle, c'est l'avancée vers l'égalité entre les sexes qui est encore loin d'être atteinte. On prétend que c'est elle qui provoque la crise de la masculinité. Donc ça aussi, c'est un symptôme politique. C'est pas psychologique ou culturel ou biologique. C'est ce qu'on dit par là, c'est que l'égalité menace l'identité masculine, c'est-à-dire que c'est un enjeu politique. On ne peut pas être un vrai homme dans un rapport égalitaire avec une femme. Oui, c'est ça, en fait, parce qu'être un homme, c'est d'abord dominer. Absolument. Ouais, ça, c'est vous qui l'écrivez. Sommes-nous prêts à ce qu'il n'y ait plus de différence entre les sexes en termes de pouvoir, richesse, ressources, travail? Sommes-nous prêts à ne plus être des hommes, mais seulement des êtres humains comme les autres, qui ne seraient pas supérieurs en raison de leur sexe? Cette question de sommes-nous prêts à ne plus être des hommes, mais seulement des êtres humains comme les autres? Exact. Alors, vous pensez que vous êtes prêts? Moi non, c'est très difficile. Et la société québécoise ou la société française, non, c'est très difficile. Mais ça, ne vous inquiétez pas, ça va pas arriver parce qu'on va pas laisser ça partir comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut un mouvement féministe. Les Afro-Américains, c'est Frédéric Douglass, un Afro-Américain qui a écrit des mémoires. Et il y a une phrase que je vais mal paraphraser probablement là, mais il dit il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'émancipation sans lutte. C'est pas les maîtres se lèvent pas, les maîtres d'esclaves ne se lèvent pas un matin en disant ah purée, je pense qu'on a fait une erreur, on a des esclaves, en fait c'est pas gentil, alors on va les libérer. C'est jamais passé comme ça. Oui, et donc les hommes vont se réveiller pas un moment de dire
Ouais, c'est vrai que, en fait, c'est pas très égalitaire notre truc par rapport aux femmes. Donc, en fait, on va laisser nos privilèges, ça se fera pas sans lutte, quoi. Enfin, il y en a certains qui le font. Regardez-vous, par exemple. Qu'est-ce qui fait que vous êtes féministe et que vous n'êtes pas masculiniste? Premièrement, c'est certainement en grande partie. Je n'ai pas l'explication, le point de départ ou le point d'origine, je sais pas. Je sais que dès que j'étais assez jeune, je m'intéressais à des questions comme le racisme, le sexisme, l'anticapitalisme, tout ça. Donc, j'ai lu et j'ai suivi des cours en études féministes dès qu'il y en avait qui m'étaient accessibles. Mais ce qui est clair, c'est que je suis un homme hétérosexuel aussi. Donc, au fil de ma vie, j'ai eu différentes conjointes et ces conjointes-là ont bataillé pour que je sois à la hauteur de ce que je prétends être, en tout cas dans les relations de couple. Et je suis pas du tout à la hauteur de ce que je prétends être d'ailleurs, donc continue à batailler en plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Créer des rapports de force dans le couple pour que des choses aussi simples que les tâches domestiques soient partagées de manière égalitaire, que la charge mentale soit partagée de manière égalitaire. C'est facile pour un homme de prendre les choses pour acquis. Il y a plein de choses qu'on sait que ça va être fait. Comme ma conjointe dit, qui est une féministe de choc, elle dit c'est maintenant avec le mythe de l'égalité déjà là, on pense qu'on est dans des rapports égalitaires, donc on dit plus c'est ma conjointe qui va, par exemple, changer le papier de toilette quand il n'y en a plus dans les toilettes, c'est la fée maintenant. On arrive, on dit, tiens, c'est bizarre, le papier de toilette a été changé, mais finalement, au fil des semaines, en fait, on ne change jamais le papier de toilette, mais il y a toujours un nouveau. C'est quand même intéressant, non? On a un appartement un peu magique, là. Et donc, à un moment donné... C'est drôle parce que je me souviens d'un... Et donc, à un moment donné, la fée s'énerve. La fée s'énerve, ouais. Je me souviens que l'homme avec qui je vivais prétendait que c'était les lutins de la maison qui le faisaient. Chaque maison a cette particularité. Ouais, c'était les lutins, c'était pas moi. Et donc, on peut être assez persuadé qu'on est dans des rapports égalitaires. Généralement, c'est la femme qui fait le calcul et qui dit non, en fait, c'est une illusion, c'est pas égalitaire du tout. Et on peut avoir lu les bons livres, hein, c'est pas. J'ai lu. Ma bibliothèque est assez complète en études féministes, c'est pas ça l'enjeu. Alors, c'est quoi? Comment ça se fait qu'on peut être aussi savant et être aussi conscient de la réalité de la domination masculine et avoir tellement de mal à l'appliquer dans la vie réelle? Premièrement parce qu'il y a des avantages réels, premièrement parce qu'on est socialisé comme ça, on a des modèles. Moi, je viens d'une famille assez conventionnelle, on a des modèles. Et là, je ne veux pas parler pour les femmes avec qui j'ai partagé ma vie privée, mais elles aussi sont socialisées d'une certaine manière. Et puis, elles n'ont pas toujours envie de se battre non plus. Quand elles rentrent à la maison, des fois, elles ont envie qu'on prenne un verre et qu'on discute et qu'on ne soit pas en train de se prendre la tête. Donc, après ça, on peut appeler ça des mauvaises habitudes, mais évidemment, elles sont sociopolitiques, quoi. Vous dites qu'en fait, la crise de la masculinité, elle n'est pas arrivée et que vous avez envie qu'elle arrive. Oui, c'est dans la continuité de ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que moi, je pense que les hommes sont encore... évidemment, on n'a pratiquement pas abordé de ça, même si au début, je faisais des liens avec le racisme, par exemple. Évidemment, je suis tout à fait conscient que moi, je suis un homme blanc, donc je suis tout à fait conscient que pour des hommes noirs ou des hommes dans des contextes post-coloniaux ou en prison, etc., il y a des hommes qui vivent des situations de misère, évidemment, et des violences, évidemment. Mais en règle générale, tendanciellement, donc, être un homme aujourd'hui, c'est encore un avantage par rapport aux femmes. Et probablement que c'est vrai aussi dans les communautés racisées. Et donc, dans la mesure où je considère que la suprématie mâle est encore une réalité concrète, en fait, ce qu'il faudrait, plutôt que de prétendre que la masculinité est en crise parce qu'il y aurait une prétendue avancée vers l'égalité, il faudrait espérer une vraie crise de la masculinité, c'est-à-dire un vrai effondrement en fait des identités de sexe pour avoir une société réellement égalitaire. Et ça, de ce côté-là, je pense que je me range à la fois même... s'il y a des débats là-dessus, à la fois du côté de ce qu'on appelle les féministes, disons, matérialistes. Donc, en France, il y a Christine Delphi, il y avait Monique Wittig, Colette Guillaumin, et puis aussi le féminisme queer, qui, en fait, à partir de perspectives différentes, en fait, disent l'objectif final, en fait, c'est que ce qu'on appelle les identités de sexe ou les identités de genre n'aient pas plus de sens politique par rapport aux divisions du travail, les places dans les institutions, le rapport à l'argent, à la propriété, la sécurité aussi, la violence, etc., que ça n'ait pas plus de sens que la couleur des yeux ou la couleur des cheveux. Vous, c'est le monde dont vous rêvez ? Oui, mais c'est très difficile d'y rêver. Je veux dire, Christine Delphi, par exemple, dit c'est impossible, c'est pratiquement impossible, c'est pratiquement impossible à imaginer, quoi. Globalement. Après ça, on peut avoir des expériences ponctuelles où des gens ou des situations où le genre est troublé, pour reprendre l'expression de Judith Butler. Et les gens s'amusent à faire des contre-performances subversives, etc. Mais globalement, évidemment, c'est assez difficile à imaginer. Comme il est aussi relativement difficile à imaginer un monde... post-raciste. C'est-à-dire qu'on peut être antiraciste ou antisexiste, mais
concrètement, après ça, comment on arrive à dépasser ça, c'est compliqué. Est-ce que vous avez un conseil de disempowerment à donner à nos auditeurs? Conseil, ça fait un peu paternaliste, ça. Ouais, hein? Et donc, ça fait un peu masculin. Mais je suggère que les hommes pro-féministes, mais bon, ça s'inscrit beaucoup dans une réflexion aussi qui est liée au milieu militant. Mais ça pourrait s'appliquer aussi au milieu de travail. C'est dans la mesure du possible essayer de s'éduquer soi-même, surtout si on a des compétences ou du temps pour lire, par exemple, ou pour écouter des vidéos ou des entrevues. Ou des podcasts. Ou des podcasts. Essayer de s'éduquer soi-même plutôt que de demander aux féministes de nous éduquer. Essayer de leur laisser la parole avant de leur expliquer la vérité. Une chose que j'ai appris aussi, il y a plusieurs sujets sur lesquels on discute avec les femmes où on oublie qu'elles ont probablement eu des expériences vraiment pénibles et on leur explique des grandes vérités. C'est vrai, entre autres, sur les questions des violences, par exemple, sexuelles ou physiques. Ça peut être vrai aussi sur la question sur la prostitution. Il est très possible que si on a 4-5 femmes autour d'une table, il y en a qui ont vécu des expériences, puis nous, on en parle de façon théorique ou conceptuelle avec des grands principes universels et on pense qu'on dit des vérités, alors que généralement on dit soit des banalités, soit des choses qui sont simplement fausses. Donc, avoir l'humilité d'écouter, essayer de voir comment on peut aider les féministes sans voler la vedette, contrairement à ce que je fais en ce moment. Et ce que je disais au début aussi, c'est-à-dire, dans la mesure où on veut être des alliés des féministes, ça peut impliquer des fois confronter d'autres hommes et se confronter à d'autres hommes. Et ça peut impliquer aussi se confronter à des hommes qui sont importants dans notre vie, quoi. Ouais, y compris les amis, les relations familiales, oui. Etc. Quoi, de rompre avec cette solidarité-là. Exact. D'être prêt à écouter la critique aussi. D'admettre qu'on n'est pas parfait. Ce qui est pour un homme des fois difficile. Ouais, pourquoi c'est tellement difficile quand on est dominant de reconnaître sa domination? C'est une question que j'aime beaucoup poser et à laquelle j'entends beaucoup de réponses différentes. Quelle est la vôtre? Je sais pas, j'ai pas d'explication précise. Je sais pas non plus si c'est chez tous les hommes où c'est si difficile. J'imagine que ça serait intéressant de faire une étude systématique sur cette question en allant voir, disons, des hommes, disons, qui s'identifient comme plutôt conservateurs ou, disons, de droite et des hommes plus progressistes ou de gauche. Probablement que ça serait pas la même chose. Peut-être que, là c'est un peu des clichés, mais peut-être qu'à droite ou chez les conservateurs, en fait, être le chef de famille, c'est au contraire assumé et même naturellement important. C'est même peut-être une volonté de Dieu. Il faut une figure d'autorité, il faut quelqu'un qui prenne les décisions dans une famille et peut-être que c'est tout à fait assumé qu'un vrai homme, c'est justement celui qui protège sa famille, qui est le pourvoyeur, qui prend les décisions, etc. C'est sûr que moi, je circule plus dans des milieux de gauche et d'extrême gauche, où là, effectivement, à l'extrême gauche, en plus, disons, par exemple, si vous êtes anarchiste, donc anarchiste, là, vous êtes anti-autoritaire, parce que vous pouvez être marxiste-léniniste, vous pensez qu'il faut des chefs et que c'est bien d'avoir des chefs, là. Lénine et Staline et Pol Pot et compagnie, mais chez les anarchistes, en principe, ils disent, ben non, nous, on est vraiment contre toute forme d'autorité et de domination. Donc là, dire à un anarchiste qu'en fait, lui est en train d'exercer une domination, c'est vraiment, vraiment énervant. Et ça peut le mettre de mauvaise humeur. Ok. Mais évidemment, vous avez milité dans des milieux anarchistes? Vous êtes anarchiste? Je suis prof dans une université d'État, donc c'est embêtant, mais je connais bien l'anarchisme. Oui, je milite dans des milieux anticapitalistes au Canada. J'ai milité aussi en France il y a plusieurs années, dans un milieu anarchiste altermondialiste, qui n'est pas du tout des milieux exempts d'inégalité entre les sexes et d'antiféminisme et de violence sexuelle même. Mais dans ces milieux, pour répondre à votre question, là, c'est une réponse un peu trop longue, je suis désolé, mais c'est un milieu où effectivement, on n'aime pas se faire dire qu'on est dominant, parce que le principe fondamental de l'anarchisme, c'est qu'il n'y a pas de domination et qu'on est tous et toutes en principe pour l'égalité, la liberté, l'autonomie, etc. Donc là, on est vraiment pris dans une contradiction. Et puis après ça, ce qui se joue souvent, qu'on peut entendre aussi, c'est de jouer la carte d'une autre domination. Donc moi, j'ai entendu, par exemple, au Québec, des hommes qui étaient interpellés, pris à partie, disons, par des féministes, parce qu'elles trouvaient que leurs propos étaient sexistes ou misogynes ou antiféministes, ou en tout cas pas très sympas pour les femmes et les féministes, mais qui pouvaient répondre et qu'on leur disait, oui, mais vous êtes un homme donc privilégié, un homme blanc donc privilégié, puis ils sortaient la carte et disaient, oui, mais moi je viens d'une famille ouvrière, et c'est pas une petite bourgeoise féministe de l'université qui va commencer à me faire la leçon. Donc on peut jouer aussi plein de cartes de domination. Oui, exactement. Pour ne pas réfléchir sérieusement
aux axes sur lesquels on est privilégié, on va se concentrer sur les axes où on est moins privilégié. Mais qu'est-ce qui est tellement pénible dans le fait de reconnaître sa domination? C'est pour l'ego? C'est quoi le problème? Moi, je ne sais pas, parce que moi, je la reconnais. Donc, je reconnais que je suis en situation privilégiée à plusieurs titres. D'ailleurs, je suis prof d'université aussi, donc je suis pas ma vie... en fait, de manière caricaturale, des fois, je dis... c'est pas du tout pour me vanter, là, il faut pas mal l'interpréter, mais je suis un peu, en fait, le mal alpha, là. J'ai comme un bon salaire, j'ai comme un poste d'autorité à l'université, j'ai comme le prestige de l'université, je suis un homme hétérosexuel, je suis blanc, etc. Et donc, moi, je comprends pas pourquoi d'autres hommes ont de la difficulté à reconnaître leurs privilèges, mais moi, ça me semble simplement un fait sociopolitique. Très bien. Pour terminer, Francis Dupuy-Derry, est-ce qu'il y a une œuvre artistique que vous aimeriez recommander aux auditrices et aux auditeurs? Alors, je sais pas si les personnes qui écoutent cette émission aiment la musique punk, mais... oui, enfin, moi j'aime bien. De toute façon, que vous aimiez ou pas, c'est ce que je vais proposer. Et il y a en fait un groupe que je viens de découvrir au Québec qui s'appelle Charogne. Charogne. Ils ont 2 vidéos, c'est une sorte de Riot Girl des temps modernes. Donc, les Riot Girls, peut-être tout le monde ne connaît pas. Donc c'est des groupes de punk féminins. Des années 90. De femmes. Américaines. Surtout américaines. Donc c'est le même type de musique punk avec un esthétique un peu mise à jour, disons. Et c'est un groupe de féministes radicales qui brasse pas mal la cage. Charogne. Il y a deux de leurs chansons vidéo accessibles sur YouTube, je pense. Ok, et donc vous recommandez les œuvres de Charogne. Je viens de découvrir ça et ça défrise. Ça défrise, ouais. ça brasse la cage. Exactement. Ok, super. Merci beaucoup, Francis Dupuy-Derry. Ça m'a fait plaisir, merci beaucoup. C'est un privilège. De parler dans un micro. Oui, c'est vrai, c'est un absolument. privilège que j'ai aussi, d'ailleurs, comme... femme hétéro-blanche, bourgeoise, de parler dans un micro et de faire ce métier. Et j'en suis vraiment contente et reconnaissante. Donc merci beaucoup. Merci à vous. C'était le 32e épisode des Couilles sur la table. Toutes les références sont à retrouver sur le site de l'émission binge.audio. Vous pouvez écouter tous les épisodes précédents sur votre application de podcast préférée, ainsi que sur YouTube, Deezer et Spotify. Vous pouvez m'interpeller sur Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur Apple Podcast. Les Couilles sur la table est un podcast produit par Binge Audio. Quentin Bresson s'occupe du son et de la réalisation, Camille Regage de l'édition et David Carzon, c'est le directeur de la rédaction. Merci beaucoup et à bientôt. Binge.